Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Radio France Internationale. Il est 6h30 à Paris, 4h30 en temps universel et 7h30 à Yei, au Sud-Soudan. Jérôme Bastion. Voici le sommaire de l'actualité africaine. Tout d'abord, l'ébauche d'un calendrier électoral en République démocratique du Congo qui ne prévoit pas de scrutin avant la fin de l'année 2018 et suscite la colère de l'opposition. Le président de la commission électorale a présenté ce projet hier à l'occasion de la reprise des travaux du dialogue national. Situation critique à Yei, au Sud-Soudan, près de la frontière avec la RDC, où des dizaines de milliers de personnes sont encerclées et menacées de famine. L'ONU appelle le gouvernement sud-soudanais à respecter la vie des civils. En Afrique du Sud, enfin, le roi zoulou Goodwill Zwelithini blanchi par la Commission des droits de l'homme qui examinait sa responsabilité dans les attaques xénophobes et meurtrières de l'an dernier. Il avait traité les travailleurs étrangers de fourmis et de poux. Il n'aura qu'à s'expliquer devant les diplomates des pays concernés. En République démocratique du Congo, il ne devrait pas y avoir d'élection avant la fin de l'année 2018, si l'on en croit la commission électorale. Hier, lors de la plénière du dialogue politique, le président de la CENI n'a pas avancé de date ferme pour les prochains scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux, mais il a donné des indications chiffrées sur le déroulement du processus, compte rendu de ces débats qui marquaient le redémarrage des travaux du dialogue politique suspendus durant une dizaine de jours avec Abibou Bangré. Selon une estimation de la CENI, l'enregistrement des électeurs s'achèvera le 31 juillet 2017 et à partir de cette date, il faudrait compter 504 jours pour accomplir le processus menant aux élections couplées, présidentielles et législatives nationales et provinciales. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, précise que cet agenda doit servir de base de travail aux participants du dialogue. Mais lors des débats de la plénière qui n'ont finalement pas été télévisés, le ton est monté et l'opposition a réclamé des délais plus courts. Un groupe de travail réunissant essentiellement la majorité, l'opposition et la société civile planche sur les propositions de la CENI. Sa tâche, faire des propositions de date pour les futures élections, ainsi que pour l'accord politique qui doit déboucher sur la formation d'un nouveau gouvernement. Toutefois, un député prévient que tant que le président Joseph Kabila n'aura pas dévoilé ses intentions au terme de son mandat, en décembre 2016, le problème de fond restera entier. Abibou Bangré, Kinshasa, RFI. L'opposition rejette cette proposition de calendrier parce qu'elle retarde la présidentielle, selon Jean-Lucien Boussa, porte-parole de l'opposition au dialogue national, pour qui les experts de l'OIF et de l'ONU sont clairs. Il faut à la CENI normalement 6 mois maximum après le 31 juillet 2017 pour organiser les 3 scrutins et non 504 jours. Le peuple n'attend pas la présidentielle au 25 novembre 2018, a-t-il ajouté. Quant à la conférence des évêques, la CENCO, elle a confirmé hier la suspension de sa participation à ce dialogue. Elle demande un dialogue véritablement inclusif, c'est-à-dire en présence du rassemblement de l'opposition qui boycotte pour l'instant et depuis le début ses assises. En bref, à Lubumbashi, 4 personnes ont été condamnées dans le procès de 32 Bantous et Pygmées accusés de crimes contre l'humanité et de génocide. La cour d'appel de Lubumbashi a condamné 4 personnes à 15 ans de prison ferme et en a libéré 28 autres. Elle les a reconnues coupables d'infraction de génocide par meurtre. Toutes les personnes condamnées sont des Bantous. En bref encore, l'histoire de ce journaliste burundais arrêté et emprisonné à Kinshasa, capitale de RDC, donc depuis près d'une année, qui a été relâché par les autorités de ce pays en milieu de semaine. L'information n'a été rendue publique que samedi, une fois que Egide Mwemero a été en sécurité hors des frontières de la RDC. Ce journaliste technicien de la radio burundaise RPA, que le pouvoir qualifie d'opposition, avait été arrêté près de Uvira, dans l'est de la RDC, le 13 octobre 2015. Au Sud-Soudan maintenant, une crise humanitaire et humaine menace à Yei, ville du sud du pays, qui est encerclée depuis 2 semaines maintenant par les troupes gouvernementales. La situation de ses habitants, quelques 100 000 personnes qui sont bloquées à l'intérieur, alarme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui appelle solennellement le gouvernement sud-soudanais à protéger les civils. Anne Kantner. Plus de 100 000 personnes isolées, encerclées, empêchées de quitter la ville sans risquer d'être blessées ou violées pour les femmes. Parmi ces habitants, environ 40 000 sont des déplacés, des habitants de villages alentours qui avaient dû fuir leur maison ces dernières semaines à cause des violences et des pillages. Rocco Nouri, le porte-parole du HCR au Soudan du Sud, vient de passer 2 jours à Yei,
une ville stratégique pour les autorités. C'est l'une des principales routes entre Djouba et l'Ouganda. Le conflit est en train de changer. Les civils de la région de l'Équateur oriental avaient été largement épargnés par le conflit jusqu'en juillet dernier, mais ils sont très affectés aujourd'hui. C'est nouveau. En plus d'être un axe commercial très important, la région est également le grenier du Soudan du Sud et les violences des dernières semaines ainsi que le blocus imposé aux déplacés à Yei risquent d'avoir des conséquences dramatiques à long terme. La deuxième saison de plantation commence ces jours-ci. Elle se déroule en octobre. Si les civils ne sont pas autorisés à se rendre dans leurs fermes, ce sera un désastre pour la sécurité alimentaire. Une situation alimentaire très difficile aujourd'hui dans la ville de Yei. Les habitants manquent de nourriture et sont obligés de manger des feuilles ou bien des aliments sauvages qu'ils trouvent sur place. Anne Kantner pour RFI. À noter qu'au Congo-Brazzaville, la grève générale illimitée au collège intersyndical de l'université Mariane Gouabi est suspendue depuis hier. L'unique établissement de l'enseignement supérieur public au Congo s'était mis en grève le 1er septembre. Des négociations sur les revendications sociales entre le collège intersyndical et le gouvernement ont finalement porté leurs fruits après un mois de conflit. Le personnel enseignant et non enseignant de l'université est appelé à reprendre le travail dès lundi prochain. RFI. En Afrique du Sud, la Commission sud-africaine des droits de l'homme vient de rendre son verdict concernant les propos du roi zoulou Goodwill Zwelithini, qui avait suggéré dans un discours prononcé en mars 2015 que les étrangers volaient les emplois des Sud-Africains et devaient rentrer chez eux. Selon les 31 plaignants qui avaient saisi la Commission, ces déclarations auraient largement contribué aux attaques xénophobes qui avaient enflammé le pays en avril 2015. Mais la Commission a jugé que la responsabilité du roi zoulou dans ces attaques n'était pas avérée. Compte rendu de Lisa Fabian à Johannesburg. L'affaire est ancienne, mais le symbole reste fort, plus d'1 an et demi après les attaques xénophobes qui avaient fait plusieurs morts et des centaines de déplacés en Afrique du Sud. Initialement, la Commission sud-africaine des droits de l'homme devait rendre son rapport en février 2016, mais il lui aura fallu 9 mois de plus pour finaliser son enquête. Dans ses conclusions, la Commission des droits de l'homme donne en partie raison au roi Goodwill Zwelithini. Ses propos traduits du zoulou auraient été mal interprétés et seraient donc sujets à caution. Selon la Commission, son discours était certes blessant et nuisible pour les populations vulnérables, mais il ne constitue pas une incitation à la haine et à la violence envers les étrangers. Par ailleurs, la Commission n'a pas pu établir de lien direct entre le discours du roi et les attaques xénophobes d'avril 2015, contrairement à ce qui avait été admis à l'époque dans les médias. Le roi Zwelithini a maintenant 60 jours pour apporter des preuves de son action de réconciliation et rencontrer les ambassadeurs des pays africains concernés par les attaques. Mais beaucoup jugent ce verdict insuffisant et accusent la Commission sud-africaine des droits de l'homme de laxisme dans cette affaire. Lisa Fabian, Johannesburg, RFI. 4h38 à Ouagadougou, la capitale burkinabé, où débute une journée très spéciale aujourd'hui, ce dimanche, une journée d'hommage à Thomas Sankara. Un mémorial dédié au capitaine président est en effet lancé ce dimanche. L'idée est de mettre en avant l'histoire, les idéaux du père de la Révolution, créer un lieu de mémoire et de recueillement. La famille Sankara reste très discrète, autant sur la procédure judiciaire que sur ce mémorial. Valentin Sankara, petit frère de l'ancien président, a néanmoins souhaité apporter son soutien au collectif qui lance ce projet, mais il demande à tous de respecter la mémoire de Thomas Sankara. Guillaume Thibault. On les remercie, on les encourage, on les supporte, parce que le fait de prendre la voix, c'est sûr qu'ils ont entendu, ils ont lu qui était l'homme, donc ils ont fait le choix. C'est vraiment bien, on les encourage à ne pas dévier. Être intègre, être vraiment honnête et digne, toutes ces valeurs-là, il faut vraiment le garder, le préserver. C'est ça qui est très important. C'était Valentin Sankara, petit frère de l'ancien président Thomas Sankara, au micro donc de notre envoyé spécial Guillaume Thibault. Toujours au Burkina Faso, environ 5000 personnes ont manifesté samedi pour demander la libération de Djibril Bassolé, l'ancien chef de la diplomatie de l'ex-président Blaise Compaoré à Réau, sa ville natale. Les manifestants ont traversé la ville sans incident et remis un message aux plus hautes autorités de l'État pour dénoncer ce qu'ils qualifient de détention arbitraire de celui qu'ils considèrent également
également comme un prisonnier politique. Ancien chef de la diplomatie de Blaise Compaoré, M. Bassolé, un général de gendarmerie, avait été arrêté le 29 septembre 2015 pour son rôle présumé dans le putsch manqué contre le régime de transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré en 2014. En Ouganda, hier soir, avait lieu l'avant-première du dernier film de Disney, Queen of Katwe, qui a été tourné en Ouganda et en Afrique du Sud. Les stars étaient présentes, Lupita Nyong'o et David Oyelowo, pour ne pas les citer. Ce film raconte l'histoire véridique d'une jeune fille ougandaise vivant dans le bidonville de Katwe et qui devient une championne d'échecs. Reportage à Kampala de Charlotte Cosset. Robert Katende travaille dans une structure associative de Kampala. C'est dans ce cadre qu'il rencontre Fiona Mutesi, le ventre vide. Elle entre dans le club d'échecs car Robert, à l'écran David Oyelowo, lui propose à manger. Pour Robert Katende, le film de Disney retrace très bien son histoire. En vérité, je me suis reconnu dans bien des choses et c'est comme voir sa vie rejouer, comme revoir ce par quoi on est passé. À l'époque où j'ai commencé, je n'avais rien et en plus, je me battais juste pour faire vivre ma famille. Dans le film, vous refusez un emploi bien payé pour continuer à enseigner au club d'échecs. Est-ce vrai ? Oui, c'est juste. En vérité, c'était un moment extrêmement compliqué pour moi pour prendre une telle décision. Mais ce qui m'a empêché d'aller dans cette voie, c'était d'être en paix avec moi-même. Fiona Mutesi est désormais une joueuse d'échecs reconnue. Elle décrit l'un des événements les plus marquants de sa vie et porté à l'écran. Je dirais le moment des inondations, c'est vraiment très crucial. Chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression que je dois trouver un abri. Ça me ramène à cette époque, c'était un moment très difficile et c'est vraiment juste. J'en ai fait l'expérience, mais c'est encore bien pire. Elle insiste, aujourd'hui ce n'est que le début de l'histoire. Elle souhaite devenir avocate pour les enfants défavorisés. Charlotte Cosset, Kampala, RFI. Et puis vous le savez, depuis 2 jours, le premier réseau social, Facebook, est désormais accessible en langue peul. Ce réseau social est donc désormais accessible pour c'est la 8e langue d'Afrique dans laquelle ce réseau s'exprime. On appelle le peul aussi le Fulfulde. Il est parlé en Afrique par 25 millions de personnes, notamment en Afrique de l'Ouest. C'est une bonne nouvelle, mais qui ne doit pas cacher certaines réalités, selon Julie Owono, responsable pour l'Afrique de l'association Internet sans frontières. On l'écoute. C'est plutôt une très bonne décision, une très belle proposition que Facebook fait aujourd'hui sur le continent africain. Néanmoins, ce beau mouvement ne doit pas faire oublier qu'aujourd'hui, Facebook, comme beaucoup d'autres entreprises du numérique, est lancé dans une stratégie de pénétration du marché africain qui est très offensive. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'offre internet.org. Donc cette offre d'un internet soi-disant gratuit. Je dis soi-disant parce que bien évidemment, il n'est pas gratuit puisque Facebook, ne l'oublions pas, est une des plus grosses capitalisations boursières d'entreprises qui se font de l'argent sur les données personnelles de leurs utilisateurs. Or, c'est bien ce qui est le cas aujourd'hui quand on parle d'Internet gratuit en Afrique. On parle de gager les données personnelles de millions, voire de milliards de citoyens africains. Évidemment, il faudrait que l'économie numérique profite également aux États africains. La proposition d'un Internet en Fulfulde, en Peul, est une très belle chose, mais en même temps, il ne doit pas nous faire oublier qu'on ne peut pas gager sur le continent africain les données personnelles de milliards de citoyens simplement en contrepartie d'un Internet tronqué et soi-disant gratuit. Julie Owono d'Internet sans frontières, dont les propos étaient recueillis par David Bachet. Et puis à Antananarive, c'est parti depuis hier pour la 27e édition du festival international Mada Jazz Car. Au début, c'est sous l'impulsion de 3 passionnés que ce festival est né, puis avec le soutien de plusieurs organismes internationaux, il a grandi pour devenir une véritable institution dans la Grande Île. Reportage Jeanne Richard. Madagascar, un festival pour vulgariser le jazz, avec toutes ses nuances et ses différents styles. Et pour Adz Ravalson, vice-président du comité d'organisation du festival, le pari est gagné. Les Malgaches sont vraiment des instrumentistes. Ils adorent l'instrument. Ils le disent eux-mêmes. Si pour se perfectionner, il n'y a que le jazz, la musique improvisée et ternaire en plus. Ça va vite à apprendre parce que la musique malgache est ternaire également. Du coup, c'est plus facile de faire du jazz avec notre culture malgache. Alors, lorsque les concerts gratuits ont commencé en plein centre-ville où tout le monde peut passer, la musique a trouvé son public. Miad Zarakutouarissou est le batteur du groupe Tower qui a ouvert le festival cette année. Il se souvient. Quand j'étais petit, j'étais passé à Mbudzatouv, là où il y avait ce genre de concert à scène ouverte. J'ai juste entendu la musique et j'étais attiré par cette musique.
Alors c'est là qu'est venue la passion du jazz. Je voudrais faire cette musique plus tard, je me disais, oui. Pour le futur, il rêve de l'international et faire découvrir un jazz bien à lui aux sonorités malgaches. Jeanne Richard, Antananarivo, RFI. Il est 7h45 à Antananarivo, 6h45 à Paris et 3h45 en temps universel. Afrique Matin sur RFI. Jérôme Bastion. Dans un instant, nous retrouverons le journal des sports d'Hugo Moissonnier, bien sûr, qui reviendra sur les éliminatoires pour la CAN 2017 des moins de 17 ans. Ensuite, nous retrouverons l'artiste Ben, dont la rétrospective est présentée au musée Mayol de Paris. Mais auparavant, direction le Tchad, où l'on va parler de mobilisation citoyenne et de droits humains. Après plusieurs semaines de silence, Céline Narmadji, porte-parole de la coalition citoyenne tchadienne Trop c'est trop, revient sur le devant de la scène. Condamnée en avril dernier à 4 mois de prison avec sursis pour incitation à un rassemblement non armé, trouble à l'ordre public et désobéissance à un ordre légitime, l'opposante et défenseuse des droits humains n'a rien perdu de sa détermination. On l'écoute au micro de Florence Maurice. Bonjour Céline Narmadji. Bonjour. En mars dernier, vous avez passé 3 semaines en détention avant d'être condamnée à 4 mois de prison avec sursis. Qu'est-ce que ça a changé dans votre combat ? En matière de droits de l'homme au Tchad, tous les coups sont permis. Mais la prison n'a pas atténué en nous notre engagement. L'engagement qu'on a pris pour amener la population à des actions pacifiques non violentes. Beaucoup se disent aujourd'hui, elles se taisent, ces personnes qui sont emprisonnées se taisent, est-ce qu'ils ne sont pas achetés, leur conscience, ceci, cela. La conscience ne s'achète pas. Dans quelles conditions est-ce que vous avez été détenu ? La prison d'Amsinene, vous entrez là-bas, vous ressortez plus pire qu'avant la prison. Au lieu que la prison transforme votre vie, ça détruit la vie au contraire. Les femmes sont logées sous un hangar de 4/8. Une bonne 50aine de femmes avec les nourrissons et les malades mentaux. On s'arrange à se sacrifier au maximum pour mettre à l'aise ces nourrissons qui n'ont pas mérité cette place-là. C'est un mélange de torture morale, psychologique, que sais-je encore. Donc on ne peut pas tout décrire. Et ce n'était pas facile. Vous avez dénoncé la répression, bien sûr, à l'approche et durant la présidentielle. Comment est-ce que le climat politique a évolué au Tchad depuis la réélection d'Idriss Déby ? C'est toujours tendu. Vous allez voir les militaires partout pour un oui ou un non. À l'heure où nous parlons, le salaire des fonctionnaires. Certains n'ont pas gagné le mois de juillet. Certains n'ont pas gagné le mois d'août. Un fonctionnaire tchadien travaille pour un minimum de 5 à 6 familles. On ne parle pas des personnes, on parle des familles. Quelle que soit la faillite que le pays doit connaître, ils ne sont pas comptables de ce qui se passe maintenant. Brutalement, on dit ce programme de récession et on coupe la bourse des étudiants. Les familles n'ont pas de moyens pour prendre en charge cette jeunesse-là. Les étudiants tchadiens, c'est des enfants des paysans et des éleveurs qui quittent tous les horizons du pays pour venir faire des études supérieures à N'Djamena. Donc la tension est vive. Alors dans ce contexte, le leader de l'opposition, Saleh Kebzabo, a appelé à un dialogue avec les autorités. Est-ce que vous soutenez cette démarche ? Le dialogue ne sera qu'une caution du hold-up électoral. Qu'est-ce qu'il y a pour que les gens aillent en dialogue ? Quel regard vous portez sur les gens qui vont participer à ce dialogue ? Mais participer, c'est des traîtres. Donc c'est ça qui crée aussi une crise de confiance entre les partis politiques et la population. Trop c'est trop, c'est construit sur le modèle des Sénégalais de Y'en a marre, des Burkinabés du ballet citoyen. On a le sentiment qu'en Afrique centrale, jusqu'à présent, ces mouvements ont plus de mal à prendre auprès de la population. Pour quelles raisons, selon vous ? Dire qu'ils ont du mal à prendre, non. Bien que c'est nouveau, mais c'est parti très vite. Pour la simple raison que les gens ont encaissé beaucoup de souffrances. Et si on évalue ce qu'on a commencé à faire de 2014 à 2016, à la veille des élections, c'est beaucoup de choses. Vous voyez, donc il y a certains pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont cette culture de mouvement citoyen depuis 1965. Nous sommes des enfants qui venons de naître, mais on marche plus vite que nos aînés. Votre objectif aujourd'hui, c'est quoi ? C'est encore de faire partir Idriss Déby ? Bon, c'est le souhait de tout le monde. Ce n'est pas seulement la personne de Céline, c'est le souhait de tous les Tchadiens. Nous, on ne demande pas à les remplacer. Ce n'est pas ça le but de la lutte.
mais que les choses aillent de mieux en mieux pour tous. Oui, vous n'envisagez pas de vous lancer dans une carrière politique? Non, il est exclu. La sentinelle reste la sentinelle. On les oriente. Mais sentinelle qui devient patron là, c'est rare, non? Même dans la vie pratique. Vous êtes actuellement en France. Est-ce que vous avez rencontré les autorités françaises? Oui, on les a rencontrés. Mais c'est ce qu'on a déjà entendu, qu'on va entendre. C'est-à-dire? C'est un gendarme de l'Afrique qui lutte contre les terroristes. Idriss Déby, donc. Oui, la même chanson là, on a entendu. Et quel message vous êtes venu leur porter? C'est de regarder la souffrance des Tchadiens. Parce qu'en Afrique, on dit que quand ta case brûle là, arrange-toi à éteindre le feu avant de voir chez le voisin qui est en train de brûler. Le cas du Tchad maintenant avec la lutte contre les terroristes ont fait même leur nid au lac Tchad. Et c'est ça qu'on soutient pour faire le gendarme de l'Afrique au moment où des milliers de Tchadiens sont en train de mourir sous la pression de ces islamistes-là. Et on soutient cette thèse parce que le Tchad est partie prenante à la lutte. Vraiment, la politique est tellement théorique. C'est ça qui choque. La population souffre encore énormément. Et on a un pincement au cœur pour cette population-là. Céline Narmadji, merci beaucoup. Merci. C'était la militante tchadienne des droits de l'homme, Céline Narmadji, interrogée par Florence Maurice. Il est 5h51 à N'Djamena, 4h51 en temps universel. Jérôme Bastion. Les grands titres de l'actualité internationale de ce dimanche 2 octobre, c'est tout d'abord à Alep, le plus grand hôpital des quartiers rebelles qui a été bombardé hier pour la deuxième fois en une semaine. Les frappes aériennes incessantes depuis 10 jours visent notamment les voies d'approvisionnement des secteurs où les insurgés résistent. À Ankara, le Parlement a autorisé hier à une large majorité les militaires turcs à mener pendant un an encore des missions en Irak et en Syrie où ils sont déjà déployés. Les Colombiens se prononcent aujourd'hui sur la paix avec la guérilla des FARC, processus que le chef de l'État veut ainsi légitimer. Le résultat de ce référendum conditionne l'entrée en vigueur de l'accord signé lundi dernier à Carthagène. Selon un sondage, 2 électeurs colombiens sur 3 s'apprêteraient à voter en faveur de ce texte. Au Cachemire, l'Inde et le Pakistan ont à nouveau échangé des tirs hier, 2 jours après l'annonce par New Delhi d'une série de frappes du côté pakistanais de la ligne de démarcation qui divise le territoire en deux. Le secrétaire général de l'ONU a proposé de jouer les médiateurs. Enfin, en Hongrie, le gouvernement de Viktor Orban organise un référendum sur la répartition des réfugiés au sein de l'Union européenne, mécanisme de quotas voté par les États membres auquel Budapest est hostile. Et c'est l'heure du journal des sports avec Hugo Moissonnier. Bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une du football et la prochaine CAN des moins de 17 ans, 3 équipes ont déjà validé leur billet pour Madagascar ce samedi. Ça passe pour le Niger face au Gabon. Après leur victoire 1-0 chez eux à l'aller, les jeunes du MENA sont allés chercher le nul 3-3 à Libreville. Déception en revanche pour la Côte d'Ivoire, le vainqueur de l'édition 2013 n'est pas parvenu à inverser la tendance face au Ghana. Après leur défaite à l'extérieur 3-1 il y a 2 semaines, les Éléphantos ont concédé le nul ce samedi à Abidjan 0-0. Pour analyser cet échec, Julien Chevalier, c'est un fin connaisseur du football ivoirien et de ses jeunes, et pour cause, il est le responsable formation de la célèbre académie de l'ASEC Mimosa et 6 de ses protégés étaient sur le terrain hier. Julien Chevalier. Le Ghana est venu pour défendre cet avantage sur le match retour. Ils l'ont fait avec du courage et nous on n'a pas été assez précis pour pouvoir l'emporter aujourd'hui et faire la différence. On a eu 2 occasions, eux aussi en ont eu 2, donc ça aurait pu équilibrer. Ça a manqué, je trouve, quand même beaucoup de précision et d'efficacité dans le jeu, c'est dommage. Maintenant, c'est au staff, à la fédération de tirer les enseignements. Il n'y a pas de championnat de jeunes. Maintenant, je ne suis pas persuadé que le championnat de jeunes réglerait tous les problèmes. Il manque plus un travail de fond sur les jeunes, sur la formation, sur l'encadrement des structures, comment elles sont organisées, comment la Fédé veut organiser la formation en Côte d'Ivoire. C'est plus ça qu'il faut regarder. Un championnat ne va pas tout régler. On peut faire des championnats et jouer n'importe comment, ça n'apportera rien à personne. Donc il y a une grande réflexion à mener. Il faut que la Fédé se rapproche des clubs, des centres qui travaillent bien. Maintenant, il faut avoir la volonté de mettre des choses en place. On verra à l'avenir.
Analyse recueillie par Emmanuel Kofi. Enfin, qualification facile de l'Angola comme prévu. Victoire 2-0 aux Comores ce samedi après la balade du match aller et un succès 5-0. Et ce dimanche, Hugo, suite de ce 3e et dernier tour de qualification. 4 rencontres au programme. Le Mali, champion d'Afrique en titre de la catégorie, va tenter de terminer le travail face à l'Éthiopie après sa victoire 2-0 à Bamako. Coup d'envoi 13h, temps universel. Une heure plus tard, le Cameroun devra s'employer face au Soudan pour refaire son retard suite à sa défaite 4-2 au match aller. La situation du Congo face à la Tanzanie est pratiquement identique. Les Diablotins, battus 3-2 à l'extérieur lors de la première manche, seront en piste à partir de 14h30 TU. Enfin, duel de voisins à 16h30. La Guinée accueille le Sénégal après l'avoir remporté 1-0 à Dakar. La CAN des moins de 17 ans 2017 aura lieu du 2 au 16 avril prochain. Alors, toujours chez les moins de 17 ans, mais chez les femmes, cette fois, ne les oublions pas, les derniers résultats de la Coupe du Monde féminine. Donc. Un tournoi qui débute mal pour les nations africaines engagées. Après la défaite du Cameroun vendredi, le Nigeria s'est incliné face au Brésil dans le groupe C 1-0. Le Ghana a de son côté été giflé par le Japon, tenant du titre, défaite 5-0 dans la poule D. Demain, le Cameroun tentera de se relancer face au Venezuela. Ce sera dans le groupe B. On termine avec un point sur les joueurs africains qui ont brillé, j'ai bien dit, hier en Ligue 1. Et comment ne pas parler, Jérôme, du Tchadien Casimir Ninga, auteur d'un triplé avec Montpellier sur la pelouse de Dijon à l'occasion de la 8e journée. Mais son club ne s'est pas imposé, a même concédé le nul 3-partout dans les dernières minutes après avoir mené 3-1. Résultat, Casimir Ninga et ses coéquipiers sont toujours mal classés à la 17e place, une situation qui agace l'international algérien Riyad Boudbouz. C'est toujours les mêmes erreurs. Après, si on ne veut pas apprendre, on va galérer toute la saison. Maintenant, chaque match, on répète les mêmes erreurs. C'est difficile, ça devient très frustrant et c'est difficile ce soir. On dirait qu'on a tous 18 ans et on vient de débuter en Ligue 1. Jamais tu prends des buts comme ça, c'est des fautes d'attention et on n'a pas le droit de faire ça. On veut bien critiquer les offensifs, mais il faut en mettre 3 à chaque match pour 3 ou 4, ça va être difficile. Maintenant, c'est pas... J'accuse aucun défenseur, c'est toute l'équipe défensivement ensemble. Si on veut aller plus haut, il va falloir s'améliorer sur ça. Et pour l'instant, c'est Monaco qui domine les débats dans le championnat de France. Après sa victoire probante, le mot est faible à Metz 7-0, mais Nice peut récupérer son fauteuil aujourd'hui à domicile face à Lorient. Merci Hugo Moissonnier pour ce journal des sports. Notre page culture maintenant, vous connaissez sa graphie spécifique, colorée sur fond noir, ses interrogations ironiques comme « À quoi sert l'art ?» ou « Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ?» Ben est un agitateur culturel depuis les années 60. Il est exposé au musée Mayol dans une exposition baptisée « Tout est Ben, tout est art ». Tout est art, cette exposition pose la question entre installation et sélection de ses œuvres majeures. Compte rendu de José Marigno. Si tout est art, Ben transforme tout en art. Sur les trousses et les agendas des collégiens, ses réflexions sur l'art ont fait de lui un artiste très populaire. Iconoclaste, il a même déclaré œuvre d'art des choses qui n'en étaient pas, comme ce tableau que nous montre le commissaire de l'exposition Andrés Pardé, où est écrit « Êtes-vous pour ou contre quelque chose en art ? Déclarez-le ici ». Nous avons fait un accrochage historique des œuvres jusqu'à peu près 76, où on montre cet artiste les premières écritures qu'il a utilisées sur la façade de son magasin jusqu'aux gestes et les happenings. C'est un artiste qui, au premier regard très simple, il écrit des mots, des phrases sur ces tableaux. Derrière ces phrases en apparence simples se cache un artiste conceptuel. Cette dimension est visible dans la salle des appropriations où Ben signe les trous et les tableaux des autres. C'est un artiste qui a travaillé beaucoup avec le concept de l'art. Il était lié avec l'art évidemment de Marcel Duchamp. Il était ami de beaucoup d'artistes niçois, d'abord Yves Klein, Armand. Donc c'est un artiste qui a développé une œuvre vaste et très intelligente. Une œuvre intelligente, cadencée par des questions capitales sur la vérité dans l'art et le pouvoir, l'art et la gloire, ou le rôle des artistes dans la société. Andreas Pardé. Ben, il est plein de doutes. Convaincre Ben de faire une exposition, une grande rétrospective, c'est toujours difficile parce qu'il doute que c'est raisonnable. Ben qui a adhéré à Fluxus, mouvement anti-art créé dans les années 60 pour échapper au cadre des musées, se voit aujourd'hui au centre de sa première rétrospective parisienne après plus de 55 ans de carrière. Regardons la situation en face. J'ai 80 ans. On vous demande une rétrospective. Si j'avais 50
50 ans, je vais dire, je vais leur en foutre plein la vue. Je vais faire venir 18 prostituées, des belles femmes grasses. Ça serait été bien. Je vais vous noter un tas d'idées comme ça, et puis je ne les ai pas faites. Et ça ressemble à du Ben quand même. Mais là, actuellement, Ben sur Ben, la carte blanche à Ben, tout ça, je trouve que c'est lourd pour moi. L'humain me fait peur. Je dis bêtises là, mais carte blanche à Ben, j'aime pas. Tout est art, exposition consacrée à Ben à voir en famille au musée Mayol à Paris jusqu'au 15 janvier 2017. Merci de votre fidélité. Dans un instant, le journal de RFI.